Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. On se retrouve pour un épisode de nos 69. C'est 69 franco-israéliens, Non, français non, ou israéliens, mais attendez, je termine ma phrase, qui ont tout simplement participé au rayonnement de l'État d'Israël. Exactement. Et 69 en hommage à l'âge de l'État d'Israël. Voilà, exactement. Voilà, aujourd'hui, on va parler... Allez-y. On va parler d'Émile Zola. On va parler d'Émile Zola, ce grand écrivain français. Et on va bien sûr s'arrêter plus spécialement sur son rôle dans l'affaire Dreyfus. Alors, il faut rappeler qu'Émile Zola est né en 1840 à Paris. Voilà, ville dans laquelle il meurt. Il mourra aussi en 1902. À l'âge de 62 ans, c'est voilà, assez jeune. Alors, à l'époque où éclate l'affaire Dreyfus, il est important de signaler que Émile Zola est au sommet de sa gloire. C'est-à-dire qu'il a été, on le sait, mais on peut le dire encore plus, il a été extrêmement courageux. Alors, il n'avait pas pu se faire élire à l'Académie française, mais il était décoré de la Légion d'honneur, il présidait la Société des gens de lettres, il avait achevé les 20 volumes des Rouges en Macquart, entre autres. Lu, bien entendu. Que j'ai pas lu en entier, certainement. Vous avez lu quoi? Germinal? J'ai lu Germinal à l'école, j'ai lu... Bon, allez, on va s'arrêter là. Je ne suis pas une grande fan d'Émile Zola. Bon, d'accord, mais c'est beau. Il a un très très beau livre sur les halles de Paris. J'ai oublié comment ça s'appelle. Le ventre de Paris. Si. Sur le marché sur les tissu. halles. Non, sur les halles. Ok. Bon ben. Sur le marché, sur les halles. Voilà. Merci. Alors, on continue, on reprend. Donc, il est très très riche, Émile Zola, à ce moment-là. Après des années où il n'avait pas un sou. Voilà, donc il n'a plus rien à prouver ni à gagner. Et en 1894... Mais c'est quand même très courageux de sa part de prendre position. Il faut rappeler que... C'est surtout très courageux de sa part, c'est-à-dire qu'il peut tout perdre. Voilà, exactement. Donc, on rappelle un peu ce qui s'est passé en 1894 ou en 94 pour nos auditeurs belges ou suisses. Alfred Dreyfus est accusé d'avoir livré des documents à l'Allemagne. Donc au départ, il est condamné, il y a un procès qui est à huis clos. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité et aussi, surtout, il va être dégradé dans la cour de l'école militaire à Paris. Voilà. Et au moment où on le dégrade, d'abord il faut savoir que l'histoire au départ était secrète, l'histoire a été sortie, ce sont les journaux antisémites de l'époque qui ont réussi à avoir des fuites, qui ont fait parler de l'histoire et surtout, le plus important, pour eux, Alfred Dreyfus n'est pas un traître, c'est un juif qui est traître. Et c'est le côté juif qui pose problème. Alors bien sûr, c'est sur fond d'antisémitisme très fort et galopant à cette époque-là. En France. Exactement. Et donc, il y a toute une histoire, il est condamné, etc. Et surtout, ce qui se passe, c'est que le frère d'Alfred Dreyfus va essayer de trouver des journalistes qui pourraient se pencher un peu plus sur... parce que ce qu'on n'a pas dit et qui est important, je pense que personne ne l'ignore, mais c'est que Albert Dreyfus n'était bien sûr pas coupable de ce dont il est accusé. Il était innocent. D'ailleurs, j'ai l'impression que Zola ne verra pas comment on appelle ça, Si, je crois que si. Si ? Oui, je crois que si, mais on va y venir. La réhabilitation. Si, il me semble que si. Ah oui, c'est en 1899. Donc oui, il le verra pour 3 ans. Enfin bon, tout ça pour dire que Émile Zola prend parti et devient ce qu'on appelle un Dreyfusard, donc les personnes qui soutiennent Dreyfus. Et il va surtout... Alors, c'est lorsque le véritable coupable, Esterhazy, qui va être acquitté, lui, des faits qui lui sont reprochés, malgré des témoignages très clairs sur la culpabilité de Esterhazy, c'est à ce moment-là que Émile Zola va intervenir de façon extrêmement forte. Il va le faire en sachant qu'il s'expose à des poursuites personnelles pénales, elles aussi violentes. Et il va publier le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore, un texte qui fait référence, qui s'appelle J'accuse. Le très célèbre J'accuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un exemplaire de L'Aurore avec J'accuse. J'accuse prend toute la page,
toute la première page. C'est possible qu'elle prenne aussi la seconde page, mais c'est très Une partie de la impressionnant. seconde page. Voilà, et Et qui va être diffusée à 200 à 300 000 exemplaires qui vont s'arracher. L'affaire Dreyfus, à ce moment-là, bien sûr, passionne les foules. Et en fait, ça va changer ça va tout. C'est un texte qui est en fait une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, et les gens vont être surpris. Vont être surpris en lisant une telle violence, un engagement aussi clair. Pourquoi Zola sait qu'il va être attaqué en diffamation? Parce qu'il n'y va pas de main morte, il sait que ce qu'il fait est absolument illégal et il va nommément citer les militaires qui, selon lui, dans cette lettre, l'accusent qui, selon lui, ont été complices de cette accusation de Dreyfus, de cet antisémitisme français. Alors on va lire peut-être quelques extraits de J'accuse. La première partie: mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice, mes nuits serait hanté par le spectre de l'innocent qui expie là-bas dans la plus affreuse des tortures un crime qu'il n'a pas commis. Je veux dire que c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un qui prend position pour Dreyfus, surtout quand il sait bien écrire. Voilà, exactement. Alors quand même, et ce qui a mis Dreyfus Zola dans une situation catastrophique après, j'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, etc. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, etc., etc. Il n'y va pas de main morte. Donc en fait, son texte qui s'appelle J'accuse, il accuse véritablement des gens. C'est ça, il refait le procès dans l'autre sens. Il refait le procès qu'il aurait voulu voir. Et donc son texte va avoir il va être condamné pour diffamation, comme il va partir, il va quitter la France. Il va être condamné à la peine, le maximum de la peine, et pour échapper à la prison, il va s'exiler en Angleterre. Il va s'exiler, mais la justice, elle va quand même faire saisir ses biens et va les vendre aux enchères pour payer ses condamnations. Donc en fait, en très gros, il s'est grillé complètement sur toute la ligne. Voilà. Mais tout de même, bien sûr, il y a pas que, il va réveiller l'opinion. Il y a un second procès qui va être mis en place. Et on aura la réhabilitation. Et je crois que 11 mois après son exil à Londres, 1999. Émile Zola va pouvoir revenir chez lui à Paris. Il faut signaler qu'on a dit qu'il était mort en 1902. Il est mort asphyxié par l'obturation du conduit de sa cheminée. Ouais, c'est très important. Si vous avez des cheminées, de bien vérifier. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait ramoner ces cheminées. Je ne mentionne pas ça par hasard, même si c'est vrai. L'enquête de l'époque avait conclu un accident, mais la thèse de l'assassinat par un anti-Dreyfusard reste privilégiée aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'en Israël, en tout cas dans les grandes villes, que ce soit Tel Aviv ou Jérusalem, on a une rue Zola. On a une rue Émile Zola à Tel Aviv, une petite rue, mais bien placée. Et puis, c'est très important quand même de terminer en disant que Théodore Herzl, qui était journaliste à l'époque, qui était présent à la dégradation de Dreyfus, eh bien, il aura dit que c'est ce qui va lui donner l'idée d'écrire son livre La Terre des Juifs, et dans ce Terre des Juifs, qui va lui donner en fait l'idée de ce pays juif. Et bien entendu, Zola a aussi beaucoup influencé Théodore Herzl. Voilà. Merci Ève. À bientôt Léana. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.